La Côte d'Ivoire va abriter le siège de l'Organisation internationale du cacao. Le directeur exécutif de l'organisation était à la primature pour parler des modalités du transfert du siège à Abidjan. Gagnoa accueille demain le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro se rendra au cours de cette visite dans le Gop, à Mama, village de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. Et on connaît à présent le nombre des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 114 300. Niamien Konan a fait le point de l'opération d'identification. Plus de 8 000 agents n'ont pas été notés. Et au Mali, Soumaïla Cissé crée la surprise en reconnaissant dès lundi soir la victoire à la présidentielle de son adversaire, Ibrahim Boubacar Keïta. Soumaïla Cissé déclare qu'il ne poserait aucun acte susceptible d'affaiblir l'unité de son pays. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal de RTI 1 pour vous informer. Les choses se précisent et la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde, va abriter le siège de l'Organisation internationale du cacao. Le directeur exécutif de l'organisation, Jean-Marc Anga, était à la primature pour échanger avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sur les modalités du transfert du siège de l'ICCO à Abidjan. Le reportage de Lassina Ouattara. C'est depuis près d'une dizaine d'années que l'idée de relocaliser le siège de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, a été émise. Avec les efforts du gouvernement ivoirien, il a été décidé en 2011 du transfert effectif du siège de Londres à Abidjan. Décision motivée par les frais élevés de loyer dans la capitale britannique. Ce processus de relocalisation est plus que jamais bien parti. Le secrétaire exécutif de l'organisation était à Abidjan, où il a rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Sur la question du siège de l'organisation, il faut signaler que le Conseil de l'ICCO a déjà pris une décision positive en la matière en 2001. Donc c'est juste les différentes modalités de mise en œuvre de la décision du Conseil que nous sommes en train d'explorer. Je peux vous assurer que l'ICCO sera à Abidjan bientôt. La décision du Conseil international du cacao est qu'en mars 2015, une réunion du Conseil qui se tienne à Abidjan et qu'en septembre 2015, la décision soit prise. Avec près de 40% de la production mondiale, le transfert du siège en Côte d'Ivoire devrait permettre au pays de mieux contrôler les circuits internationaux de cette matière première. Et je vous l'annonçais, Gagnoa accueille demain le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro sera en visite dans la région du Gor du jeudi 15 au 17 août. Les populations, y compris les chefs de village, se mobilisent pour lui réserver un bon accueil. Victorine Yaoyoboy est notre envoyé spécial à Gagnoa. C'est le canton Guébié qui reçoit le président de l'Assemblée nationale le jeudi 15 août prochain. Guillaume Soro sera reçu dans la sous-préfecture de Niagbodounoua. Le chef de village de Niagbodounoua dit toutes les populations mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux. Niagbodounoua compte déjà 17 villages. La mobilisation elle est totale et qu'aujourd'hui, du jour au jour, la population elle attend. Elle est vraiment impatiente. C'est-à-dire tout de suite nous voulons rencontrer déjà en contact avec le président de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez que la paix n'a pas de prix. Le lendemain vendredi, ce sera au tour de Mama d'accueillir Guillaume Soro. Les populations étaient au départ réticentes à cette visite. Elles ont finalement donné leur accord pour donner une chance à la paix et à la réconciliation. La venue à Gagnoa du président Soro en elle-même, c'est une bonne chose. Mais le cas de Mama a été un cas vraiment spécial. Mama avait à cœur, et à cœur toujours, l'événement de 2011. Nous n'avons pas voulu, quand je dis nous, je suis chef, donc je fais partie. Je ne cesserai pas, nous n'avons pas voulu. Et cela a duré le temps que ça a duré. Mais vous savez, il y a eu beaucoup de messagers qui sont venus. Mais on a réfléchi ces derniers temps. Nous ne sommes pas un village à part. Nous sommes de la République de Côte d'Ivoire. Nous faisons partie de la Côte d'Ivoire. Pouvons-nous refuser intégralement
l'arrivée d'un haut représentant de l'État, la deuxième personne de l'État, de ne pas mettre les pieds à Mama. Alors, nous-mêmes, où allons-nous? Allons-nous quitter la Côte d'Ivoire pour aller nous bâtir ailleurs? Cela nous a amenés, je vous dis sincèrement, il n'y a pas plus longtemps que 2 jours, cela nous a amenés à mettre de l'eau dans notre verre, comme on le dit, pour dire non, le président, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir, nous allons le recevoir. Et les populations de Mama, village natal de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, vous l'avez entendu, s'activent pour accueillir le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, suivant le témoignage de Victorine Yaoyoboué. Nous sommes à Mama. C'est ici, dans cette cour, qui est la cour du chef de village, que sera reçu vendredi le président de l'Assemblée nationale. Des émissaires de Guillaume Soro sont venus pour la 2e fois s'entretenir avec la notabilité pour assurer le succès de cette visite. Le chef de terre de Mama et ses adjoints ont réitéré le désir de Mama d'accueillir leur fils Guillaume Soro pour l'écouter et échanger avec lui en vue d'aboutir à la paix et à la réconciliation, comme l'espèrent certainement tous les Ivoiriens aujourd'hui. Merci Victorine Yaoyoboué. On connaît à présent le nombre des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 114 307. Niamey Kona a fait le point de l'opération d'identification des fonctionnaires et agents de l'État ce matin. Plus de 8 000 agents n'ont pas été notés par un supérieur hiérarchique. Ils ne sont donc pas reconnus, selon Niamey Kona qui veut les convoquer pour s'expliquer. Le reportage de Patricia Omouitia. L'opération identification-notation a pour but de maîtriser la masse salariale. Elle a dépassé la norme au niveau du budget qui est de 35% de recettes fiscales et le bilan du processus sur le volet notation indique que 114 307 fonctionnaires ont été notés, donc reconnus par un supérieur hiérarchique et 8 526 fonctionnaires ne sont pas notés. Ces derniers seront donc convoqués pour s'expliquer et ceux qui se présenteront pour se justifier se verront affectés à un poste de travail. Tous les chefs de service ont été invités à noter les agents qui sont sous leur responsabilité. Non seulement la note est une disposition réglementaire, noter les agents, mais surtout en notant les agents, il nous signalait que cet agent-là qui s'est identifié dans mon service est bel et bien dans mon service. C'est une fonction publique moderne et modèle que veut mettre en place le ministre Niamey Kona avec des personnes qualifiées pour une administration compétente. Et cette innovation à l'École nationale d'administration, les inscriptions au concours d'entrée à l'école se font désormais en ligne. Ces inscriptions qui ont débuté le mois passé sont gratuites. Plus de 30 000 candidats sont déjà inscrits. Environ 250 postes sont disponibles pour la session 2014 à l'ENA, nous dit Patricia Omouetia. Innovation à la fonction publique. Les inscriptions au concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA se font en ligne depuis le 31 juillet. On entre dans une ère de qualité, nous surveillons la quantité et sommes préoccupés par la qualité, indique le ministre. L'inscription est en ligne. Nous sommes à 30 000 inscrits à ce jour pour au maximum 250 postes. Il faut respecter donc les capacités d'accueil de cette école. Pour composer, chaque candidat sera devant un poste ordinateur. C'est l'ordinateur qui, en fonction des données qui seront rentrées sur les compétences, c'est l'ordinateur qui va choisir le meilleur d'entre eux. Le concours est gratuit. Donc ceux qui ont économisé depuis pouvoir payer pour entrer à l'ENA, ça leur fait des économies avec lesquelles ils peuvent faire autre chose. Et il n'y aura aucune intervention, mais il n'y en aura aucune. Les inscriptions en ligne se poursuivent jusqu'au 31 août 2013 sur le site de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.ci.
C'est la fin de l'année académique à l'université Nangui à Brogwa d'Abobo. Le président de l'université dresse un bilan jugé satisfaisant malgré quelques difficultés rencontrées au cours de cette année. On en sait plus avec Doua Delazer. L'année universitaire 2012-2013 a été difficile, mais s'est bien achevée à l'université Nangui à Brogwa, selon le président de cette institution. Pour le professeur Tano Yao, beaucoup de retards ont été observés dans la reprise des cours après 18 mois de fermeture pour travaux de réhabilitation. Les programmes de travaux pratiques et le système licence-master-doctorat ont connu d'énormes difficultés dans leur exécution. Raison évoquée, le manque de matériel scientifique et technique indispensable. Les vacances universitaires ont même été repoussés pour rattraper le retard. Mais les enseignements et les cours magistraux ont pu s'achever le 15 juin 2013 dans de bonnes conditions. Au 3 août 2013, à l'UFR SN, c'est-à-dire l'UFR Sciences de la Nature, tous les enseignements sont achevés et les évaluations faites. À l'UFR STA, l'UFR des Sciences et Technologies des Aliments, tous les enseignements sont achevés et les évaluations faites. En UFR SGE, c'est-à-dire Sciences et Gestion de l'Environnement, tous les enseignements sont achevés. Les résultats de licence 3 professionnelle et Sciences et Techniques de l'eau, de Master 1, de Master 2 ont été proclamés. Résultats satisfaisants selon les autorités de cette université. Les examens de passage en année supérieure restent à programmer. L'administration de l'université Nangui à Brogwa attend les quotas qui seront fixés par l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Alassane Ouattara de Bouaké. Les examens de la seconde session auront lieu en octobre prochain. On prend la direction de Daloa qui vient d'abriter la journée internationale de la jeunesse, stratégie de résolution de conflits, le rôle de la jeunesse dans le processus de réconciliation sont les thèmes qui ont retenu l'attention des jeunes au cours de cette journée. Serge Gongomen, Chantal Akanda. Ils sont venus de Gagnoa, de Tumodi, de Boisflé, de Mans, de San Pedro et des autres cités du Haut-Sassandra pour prendre part à cette rencontre de Daloa. Une rencontre consacrée à la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Saisissant les thèmes de la rencontre qui sont relatifs à la réconciliation, à la cohésion sociale et à la paix, Vayao Josué, président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, a invité ses camarades à traduire en actes les termes cohésion sociale et réconciliation dans leur milieu de vie. Et cela pour aider à la reconstruction et au développement du pays. Des actions dont dépend l'avenir de tous ces jeunes, a-t-il indiqué. 2 rencontres de football ont animé cette importante rencontre de la jeunesse. Il s'agit de la rencontre de 2 équipes masculines, à savoir Paix, face à Fraternité et la rencontre entre 2 équipes féminines qui sont Amour et Pardon. La célébration de la journée internationale de la jeunesse à Daloa s'est achevée par ce gala de football. La lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire se renforce. Le Comité national de surveillance du travail des enfants vient d'initier une formation au profit des forces de l'ordre. Ces agents de la police criminelle et des gendarmes qui suivent cette formation sont chargés de la bonne application des mesures prises par le gouvernement contre le travail des enfants. Herman Niamien. Ce concours met en compétition des projets réalisés dans divers domaines de la lutte contre le sida par des ONG sur tout le territoire national afin de distinguer les meilleurs, ceux qui se sont illustrés de fort belle manière sur le terrain. Pour Guillaume Kalou, promoteur des awards de la musique contre le sida, il s'agit de développer la culture du mérite, source de motivation dans la lutte contre le sida. Après une sélection de 16 projets, 4 ont tiré leur épingle du jeu. Dans la catégorie jeunes, c'est l'ONG Messi à travers son projet Éducation pour un comportement à moindre risque. Dans la catégorie transmission de la mère à l'enfant, c'est l'ONG Aprosam de San Pedro avec son projet Promotion de la prévention, la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Quant à l'ONG Santé Plus, il a remporté la catégorie soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH. Et le projet AYO avec l'ONG Batewa a remporté la catégorie soins et soutien aux orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH. Un prix du sponsor a été décerné à la meilleure chanson sur le VIH d'Aid Society de Mewe, désignée par le vote du public. Les awards de la musique contre le sida a bénéficié du soutien du gouvernement. En témoigne la présence du représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Diabaté Konumbo, qui félicite les heureux gagnants.
Et nous reviendrons sur ce reportage d'Emma Niamien sur la lutte contre le travail des enfants. Chantal Akanda nous proposait plutôt les acteurs de la santé qui ont été primés pour leur action sur le terrain contre le VIH-Sida. Le ministère de la Santé, la lutte contre le sida équipe les établissements sanitaires publics. Il s'agit d'équipements de médecine bucco-dentaire. La cérémonie de remise des dons a eu lieu à l'INFAS au CH de Trècheville. Maïsako pour le reportage. 14 fauteuils dentaires et des accessoires de travail remis à l'ensemble des établissements sanitaires publics. Ce geste du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida vient ainsi matérialiser l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la promotion de la santé bucco-dentaire en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce don étant de garantir le rapprochement des infrastructures bucco-dentaires des populations. Un autre décor, un autre fait majeur dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'inauguration de la clinique du diabète. Le bâtiment réhabilité au sein du centre hospitalier de Trècheville va permettre une meilleure prise en charge des diabétiques. Cette clinique comprend 2 boxes de consultation, une salle de consultation privée ou de consultation VIP, une salle de 5 lits d'hospitalisation, donc d'hôpital de jour, et une salle d'éducation. On prévoit à terme un laboratoire et une salle d'électrocardiogramme. La consultation est à 5 000 francs et avec l'abattement de 30% de l'État, la consultation est aujourd'hui à 3 500. Le diabète se déclare généralement au beau milieu de la vie active. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 3,5%, ce qui fait 1 million de diabétiques dans le pays. Le colonel Marc Pétier, conseiller du ministre en charge de la Défense, est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Il a été distingué avant son départ par l'État qu'il a élevé au grade d'officier de l'Ordre national. Le reportage de Mamadou Kwasi. Colonel-major Marc Pétier, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons officier de l'Ordre national. Le colonel-major Marc Pétier, conseiller du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, reçoit ainsi la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien pour services rendus à la Côte d'Ivoire et au-delà, pour la contribution de la France dans le dénouement de la crise ivoirienne. Saisissant l'occasion, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a loué les qualités humaines et professionnelles de celui avec qui il a travaillé au quotidien à la mise en place de l'armée nouvelle en Côte d'Ivoire. Très touché par l'honneur à lui faire à travers cette distinction, le colonel-major Marc Pétier a traduit sa gratitude au président de la République qui œuvre au quotidien au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Relativement à la normalisation de la situation, l'officier supérieur français s'est réjoui des avancées notables dans la réforme du secteur de la sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, tout le travail de conception pour la mise en œuvre de la nouvelle armée ivoirienne a été accompli. Un certain nombre de mesures déjà ont été réalisées sur le terrain. Et je crois que dans ce domaine-là, la Côte d'Ivoire, en 2 ans, a fait un travail considérable qu'il va rester maintenant à mettre en œuvre et à concrétiser. À cette cérémonie qui marque la fin de plus de 2 ans de mission, le colonel-major Marc Pétier a eu le soutien de son fils et de plusieurs officiers français en poste en Côte d'Ivoire. Après la distinction du meilleur agent et du meilleur service, la police nationale de Côte d'Ivoire fait de la culture de l'excellence une priorité afin de répondre aux besoins des populations. Une rencontre pour déterminer les nouvelles stratégies afin de renouer la confiance entre la police et la population vient de se tenir. On reste avec Mamadou Kwasi. Le sergent-chef de police Dangui Roger, meilleur policier de Côte d'Ivoire, tout comme la direction de la formation de l'École nationale de police, meilleur service de police. 2 exemples qui feront désormais école au sein de cette institution. Tu es sous-officier, tu es officier. Quel que soit ton poste, aime d'abord le travail. Aime ta mission et tu seras grandi. Il faut toujours faire la part entre les moyens et les mesures d'accompagnement. Je pense que les moyens qui sont mis à notre disposition pour faire notre travail, c'est d'abord la formation que l'État a assurée pour nous et après c'est notre cerveau. Nous avons le devoir de le faire tourner et dedans il y a beaucoup de choses qu'on peut sortir. Il faut se dire que je dois apporter quelque chose au poste que j'occupe plutôt que de chercher à profiter du poste qu'on occupe. Il s'agissait pour le directeur général de la police nationale au cours de cette rencontre avec les directions décentralisées d'exhorter ses collaborateurs à la culture de l'excellence. Il soutient que c'est cette valeur qui permettra à la police nationale de redorer son image et surtout de regagner la confiance de la population. Chaque policier doit se considérer comme il est excellent.
Chaque policier doit se dire qu'il est capable d'avoir le prix d'excellence de l'année 2013. Il suffit de travailler. Il faut être propre, il faut être correct, il faut se mettre au service de la population. Parce que notre métier, c'est ça. Il faudrait que la population dise, en fait, la police est à notre service. À partir de cet instant, je pense que nous avons fait notre travail. Tout comme les services de police d'Abidjan, ceux de l'intérieur ont pris l'engagement de remporter les prochains prix d'excellence à travers leur dévouement sur le terrain dans la lutte contre la grande criminalité et l'accueil des usagers. Des actions qui vont à coup sûr rassurer les nombreux investisseurs pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les éléments de la force d'intervention rapide de la base lagunaire d'Adiaké viennent de mettre fin aux activités de 4 coupeurs de route. Ils ont été appréhendés sur l'axe Congo-Gan-Assé dans la région du Sud Comoé par les hommes du lieutenant Anno Célestin. 50 motocyclettes volées trouvées en leur possession. Trois d'entre elles ont été mises à la disposition de la gendarmerie nationale d'Adiaké pour nécessité d'enquête. Après la cérémonie de mise en place de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire le 31 juillet dernier, la RCI, la fêtière des collectivités territoriales, a tenu hier son Assemblée générale constitutive. L'événement a eu lieu à la salle de la force de l'hôtel du district d'Abidjan et l'Assemblée s'est soldée par l'élection de Aoussou Kouadio-Jano à la tête de la RCI. Il y a eu signature d'un protocole d'accord entre la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et la HAC, la Haute Autorité Audiovisuelle et de la Communication du Bénin. À travers ce protocole d'accord, ces deux institutions de régulation de la communication audiovisuelle entendent avoir les mêmes points de vue sur différentes questions relatives à la régulation de l'espace audiovisuel, nous dit Emma Niamière. Échange de paraffins chaude poignée de main entre Ibrahim Sissavané, président de la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel de Côte d'Ivoire, et Théophile Nata, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin. Ces deux institutions de régulation de l'audiovisuel, à travers cette signature de protocole d'accord, s'engagent à avoir les mêmes points de vue sur des questions d'intérêt commun qui relèvent de leur mission. Il y a le net par exemple, il y a le journaux en ligne et tout ça, qui ne sont pas encore entièrement réglés en matière de régulation. On ne sait pas comment, c'est à travers les échanges que nous allons parvenir à trouver les modalités de régulation d'un certain type de communication aujourd'hui. Si vous prenez l'exemple de la régulation des chaînes satellitaires, il est clair que les frontières d'un seul pays ne suffisent plus. Il faut une concertation sous-régionale. Parfois, on dit cela peut paraître utopique, mais ceux qui ont fait l'OADA, par exemple, s'ils avaient dit qu'il est impossible d'avancer ensemble, ils n'auraient rien fait. Nous pensons qu'on devrait rechercher des convergences, même en minima, entre les stratégies de régulation et surtout entre les législations nationales, parce que les défis qui viennent n'ont pas de nationalité. La signature de ce protocole d'accord de coopération entre la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel de Côte d'Ivoire et de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin marque ainsi la volonté des deux institutions de renforcer davantage la coopération qu'elles entretiennent. Et je vous apprends que le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle décrète demain, en déterminant donc la liste et le régime des jours fériés, demain, jeudi 15 août 2013, fête de l'Assomption est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, la fête de l'Assomption est déclarée jour férié, chômé et payé. La Fondation mondiale du cacao et le Conseil du café et cacao, en collaboration avec des partenaires, viennent de lancer un projet. L'objectif est d'assurer la durabilité de la filière du cacao. Le reportage de Chantal Akanda. Le cacao est un produit stratégique pour l'économie ivoirienne. Cependant, notre cacaoculture fait face à plusieurs contraintes qui, si elles ne sont pas levées, entraîneront tôt ou tard une baisse de la productivité. Il s'agit entre autres de la forte pression parasitaire due aux maladies et ravageurs, de l'appauvrissement des sols et du vieillissement du verger. Toutes ces contraintes
font peser de graves menaces sur l'économie durable du cacao en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pour trouver une solution à ces problèmes que les activités du projet, dénommé Services spécialisés en protection phytosanitaire du cacaoyer, ont été lancées. Ces spécialistes feront des prestations de services auprès des agriculteurs afin de traiter les exploitations agricoles de la manière la plus efficace possible et quand cela s'avère nécessaire. Cela suppose donc que les personnes non formées ne devront plus jamais manipuler les pesticides en Côte d'Ivoire. Le concept SSP a été développé pour améliorer l'accès aux intrants de qualité et à la bonne application de ceux-ci, afin d'obtenir non seulement des rendements élevés, mais aussi des récoltes ayant des niveaux de résidus les plus faibles possibles. Ce sont environ 4000 producteurs qui seront formés au métier d'applicateur phytosanitaire. La durabilité de la filière cacaoyère, c'est l'objectif à atteindre et tous les acteurs ont décidé de s'y mettre. Et en bref, dans le cadre d'un match amical, la Côte d'Ivoire affronte le Mexique cette nuit aux États-Unis d'Amérique. La rencontre débutera à 21h heure locale, soit 1h du matin, heure de Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc. Et cette triste nouvelle, décédé le 28 juillet dernier, le patriarche El Hadj Bakayoko Soma, géniteur du général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a été inhumé ce week-end. Le reportage de Mamadou Kwasi. Président d'institution, membre du gouvernement, autorités politiques, militaires et coutumières ont fait le déplacement de Babien dans la sous-préfecture de Séguéla. Il s'agissait pour eux de dire adieu au patriarche El Hadj Bakayoko Soma, père du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Ces personnalités ont voulu à travers ce déplacement apporter leur soutien au chef de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Occasion de rappeler les nombreuses actions de paix menées par le patriarche dans la région de Ourodougou et ses nombreuses actions sociales. Les guides religieux ont prié Allah afin qu'il l'accueille dans son royaume. Il faut rappeler que c'est le 28 juillet dernier que le patriarche El Hadj Bakayoko Soma a été rappelé à Dieu. Il avait l'âge de 110 ans. Il laisse derrière lui de nombreux enfants et petits-enfants. Au Mali, Soumaïla Cissé a créé la surprise en reconnaissant dès lundi soir la victoire à la présidentielle de son adversaire Ibrahim Boubacar Keïta et en se rendant au domicile de ce dernier. Soumaïla Cissé a déclaré qu'il ne poserait aucun acte susceptible d'affaiblir l'unité de son pays et a annoncé qu'il n'introduirait aucun recours devant la Cour constitutionnelle, un acte qui réjouit les Maliens. Sylvie Touré est notre envoyé spécial au Mali. Soumaïla Cissé chez Ibrahim Boubacar Keïta, le vaincu chez le vainqueur, avant même que les urnes n'aient révélé leur secret. Une image saisissante qui suscite honneur et fierté dans les rues de Bamako. Par rapport au comportement du candidat perdant, moi je trouve que c'est un comportement noble. C'est un comportement que n'importe quel Malien conscient de la situation actuelle aurait pu prendre. Parce que, autrement, un comportement contraire à ça ne contribuera qu'à nous enfoncer davantage. C'est une surprise pour nous tous, mais en réalité, le Mali est un grand pays. On savait aussi qu'il y a des grands hommes qui pouvaient poser ce genre d'actes. Soumaïla est parti remercier Ibeka, tout le monde est content. C'est vrai que Ibeka a battu Soumaïla, mais Soumaïla aussi a battu tous les Mali. Parce que tout le monde est satisfait de ce qu'il a fait. La démocratie a triomphé au Mali. Le nouveau président pourra très vite se mettre au travail et les attentes des populations sont nombreuses. Ibeka, il a un grand chantier devant lui parce qu'il doit réconcilier les gens. Bon, l'affaire du Nord Mali, la lutte contre la corruption aussi est un grand défi à relever. Pour qui voit l'évolution de la qualité dans ces 20 dernières années, vraiment le régime précédent a été un régime très très chaotique. Vraiment, nous les étudiants, vraiment, nous, on ne peut rien dire. L'éducation est en faillite, vraiment. Il y a aussi la question de l'emploi des jeunes. Les jeunes sont vraiment en chômage. Et Ibeka doit mettre en tête qu'il y a plus de 8 millions de jeunes Maliens. Il y a plus de 8 millions de jeunes Maliens aujourd'hui qui sont là à les soutenir. Et c'est pour cela qu'il a eu la présidence sans difficulté. Il ne faut pas que les hauts cadres qui ont entouré le pouvoir, il faut dégager ces anciens. Il faut que d'autres personnes viennent. Un groupe de personnes peut
diriger un pays pendant 30 ans, c'est vous seulement qui êtes là-bas. D'autres ne viennent pas. Il faut dégager ces gens-là et puis d'autres personnes vont venir. Ce n'est pas pour eux seulement pour le pays. Le pays est pour tout le monde. La question du Nord, la réforme de l'armée, la reconstruction, la réconciliation, la lutte contre le chômage et la pauvreté sont les chantiers qui attendent Ibeka, qui devrait être proclamé nouveau président de la République du Mali ce jeudi. Et l'état d'urgence a été décrété pour 1 mois en Égypte et un couvre-feu a été instauré au Caire et dans 11 provinces. Ces annonces surviennent quelques heures après le début de l'intervention de l'armée contre les sit-ins des frères musulmans qui s'est transformé en bain de sang aujourd'hui. Bilan 149 morts selon le ministère égyptien de la Santé. Le vice-président égyptien Mohamed El Baradei, prix Nobel de la paix, a présenté sa démission. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé à son homologue de la République de l'Inde une lettre de félicitations. Il est ainsi libellé. La célébration de la fête nationale de votre beau pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. Il me plaît de former pour votre excellence et pour votre proche et pour vos proches des vœux de santé et de bonheur, ainsi que des vœux de paix et de prospérité pour votre pays et le peuple indien. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention.